Casamance est une région historique et naturelle du Sénégal située au sud-ouest du pays, entre la Gambie et la Guinée-Bissau, partiellement isolée du reste du pays par le territoire gambien. La Casamance a été subdivisionnée en 1984 en deux nouvelles régions administratives, Ziguinchor et Kolda. En 2008, la région de Kolda a été à son tour subdivisée en deux nouvelles régions, Kolda et Sédhiou. La région compte donc trois régions administratives, à savoir de l'ouest à l'est, entre Guinée-Bissau et Gambie. Ce territoire étonne de par la vivacité de ses traditions et la richesse de ses cultures, facilitant les rencontres humaines et par la diversité de ses paysages et de ses milieux. Vieille de près de 40 ans, cette lutte armée du mouvement des forces démocratiques de la Casamance pour l'indépendance a fait plusieurs centaines de victimes. Malgré un processus de paix instable, la région sud avait retrouvé une atmosphère paisible avec une forte accalmie depuis quelques années. Malheureusement, le massacre de 14 jeunes dans la forêt de Bayotte a rappelé le souvenir des années sombres de cette crise née il y a plusieurs décennies à la suite d'une succession d'événements ayant renforcé la défiance des populations locales vis-à-vis de l'autorité centrale. La Casamance a été coupée du reste du Sénégal par la colonisation et les premières causes de la crise d'intérêt de l'époque coloniale. Après les indépendances, la Casamance demeure dans une relative précarité et les populations se sentent marginalisées. Au début des années 80, le Casasport, club fanion de la ville, est lourdement sanctionné par la Fédération de football suite à des incidents lors d'une finale de la Coupe nationale, puis un élève est tué par les forces de l'ordre lors d'une grève à Ziguinchor, ce qui déclenche de graves émeutes dans le sud du pays. Ces événements seront instrumentalisés. Cette marche pacifique des populations du sud du Sénégal et les membres du MFDC, réprimés dans le sang, conduit des indépendantistes du MFDC à prendre les armes et à rejoindre le maquis. Depuis lors, la Casamance est plongée dans une violente crise qui aura pour fait des centaines de victimes. Des efforts de paix sont restés vains malgré plusieurs périodes d'accalmie. Amadi Khalilou Diamé nous parle des péripéties du plus vieux conflit dans la sous-région. L'axe méridional du Sénégal est depuis plus de 4 décennies le théâtre d'un conflit séparatiste opposant l'État et à des groupes rebelles sous le nom du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. La Casamance est le théâtre d'une rébellion depuis que des indépendantistes ont pris le maquis après la répression d'une marche du MFDC en décembre 1982. La rébellion a prospéré sur le particularisme de cette région fertile mais isolée en grande partie du Sénégal par la Gambie et incline au sentiment de délaissement. Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie, le conflit a persisté à petit feu, avec des coups de chaud comme le massacre de 14 hommes près de Ziguinchor en janvier 2018. Ces dernières années, les autorités sénégalaises ont entrepris de réinstaller les déplacés. L'armée a maillé le territoire. L'armée a sécurisé la brousse. Ici où je vous parle, à Bignaloumajak, il y a un cantonnement militaire qui est installé depuis avril. L'autre cantonnement à Bissine au mois de mai et celui de Niadjo au mois de juin. Et sans compter les cantonnements qui sont à Bofa, à Barkabunao et autres. Donc la sécurité est garantie. Donc les populations n'ont pas d'inquiétude là-dessus. Et ma présence ici avec les services le prouve. Donc je suis ici à Bignaloum pour leur apporter le soutien de l'État et les rassurer. Donc de rentrer. Janvier 2021, l'armée a lancé des opérations contre des positions rebelles pour permettre, dit-elle, ses retours et mettre fin au trafic florissant de bois ou de cannabis. Leur modus operandi est de créer des zones d'accès interdits aux populations et qui leur permettaient en même temps de s'exercer librement à des activités illicites. Donc nous avons pu détruire beaucoup de champs de chanvre qui jouxtaient les positions. Ce nid était habité par, je l'ai dit, des arbres
multicentenaire. Il y a des échantillons qui restent encore, qui peut-être, si vous avez la chance de revenir dans un an dans cette zone, vous n'allez pas les voir. Ici, nous sommes derrière des arbres qui viennent d'être coupés il y a moins de 2 semaines. C'est comme ça qu'ils opèrent. On le sait, on est en train de nous battre avec les moyens que nous avons, mais vous savez, les moyens des collectivités locales et même les moyens des communautés sont très limités par rapport à ceux qui s'adonnent à cette activité-là. C'est une razzia humaine. C'est une mafia qui s'opère au niveau de cette forêt. Les scieries sont à quelque chose comme moins de 10 km ici, de l'autre côté de la frontière gambienne. Il s'agit aussi de faire cesser des exactions commises selon elle contre des civils. L'une des principales entraves au processus de paix en Casamance réside dans la disparité de la rébellion. En effet, le MFDC, Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, est scindé en plusieurs blocs. Ces divergences au sein d'une rébellion jadis unie ont commencé à voir le jour à la suite des accords de Katchéou et Banjul en 1992, qui cherchaient à consolider le premier cessez-le-feu signé par Sidi Badji et le gouvernement sénégalais. Même s'il n'en est pas forcément à l'origine, l'État sénégalais a tout fait pour aggraver ces divisions. Sauf que c'est le même État qui déclare ensuite qu'il ne peut pas négocier avec un mouvement divisé. Que le MFDC a quand même une difficulté de leadership. Parce que cet engagement à aller vers la paix, il faut qu'elle soit conduite par une autorité responsable. Mais vous avez constaté que depuis le décès de l'abbé Diamacoune Senghor, il n'y a pas une autorité au sein du MFDC qui parle au nom de tout le monde. Et donc, gérer ce processus est assez difficile parce que nous n'avons pas un seul interlocuteur. C'est ça qui rend un peu les choses lentes, un peu difficiles, mais l'engagement est là. De surcroît, depuis que le conflit a débuté, le MFDC n'a jamais réussi à élargir son audience à l'ensemble de la Casamance, celle-ci étant réduite qu'à presque une partie. Mais si depuis quelques années, le conflit semble avoir baissé en intensité dans la région, les dernières offensives de l'armée viennent démontrer, si besoin en est, toute son actualité. Les importantes prises effectuées par le bras séculier de l'État n'ont d'égal que la grande médiatisation qui les a accompagnés. En effet, devant la presse nationale et internationale, l'armée est sortie de sa réserve légendaire pour présenter son butin de guerre, matérialisé par la prise des bastions hautement symboliques des indépendantistes. La zone militaire numéro 5 a conduit plusieurs actions cinétiques pour neutraliser les bandes armées qui s'étaient enquistées depuis très longtemps dans ces forêts. Cette opération est effectivement motivée par le fait que durant ces 3 derniers mois, de novembre, décembre jusqu'au mois de janvier, effectivement, nous avons constaté que les bandes armées ont mené plusieurs exactions sur les populations. Les événements les plus récents et les plus marquants, c'est particulièrement la tuerie au niveau de Niadjou avec les 2 jeunes qui avaient disparu en novembre et dont on a retrouvé les restes humains plus tard, 2 mois plus tard. Et ensuite, il y a eu l'exaction sur les populations qui étaient parties fréquenter la forêt de Toubacouta. Donc ces 2 événements majeurs ont suffi pour déclencher cette opération. Vous êtes ici à Bassaré, à 3 km au sud de Niassia. Donc notre GTA agit dans le cadre d'une action offensive de la zone militaire numéro 5 qui consistait pour nous dans le fuseau est de s'emparer des positions de Badem Bagam et d'assurer la sécurisation de l'ouverture des pistes logistiques. Donc, dans ce cadre, depuis le 31 mai, nous avons démarré une reconnaissance offensive en direction de Badem et en même temps, nous avons assuré la sécurisation de l'ouverture des axes logistiques. Ces pistes servaient jadis de pistes de production et qui ont fait l'objet d'un minage sauvage par le MFDC. Donc, 25 mines au total ont été enlevées et détruites, dont 10 mines anti-chars et 15 mines
antipersonnel. Ensuite, nous avons mené la phase déterminante de notre mission qui consistait à s'emparer de la base de Bagam, n'est-ce pas, qui se situe pratiquement à la frontière, à 200 mètres de la frontière, et qui est une grande base, n'est-ce pas, composée de 15 bunkers étalés dans un dispositif dans la profondeur et qui était fermement défendu par l'ennemi. Donc après un accrochage intense qui a poussé l'ennemi à céder le terrain et à laisser sur place beaucoup de matériel, dont des roquettes d'armes anti-char telles que les B-10, des mines antipersonnelles, 5 mines antipersonnelles. Ils ont aussi laissé une arme, le PG2, 5 AK-47 et une quantité énorme de munitions calibre 7,62 qu'ils n'ont pas pu emporter avec eux. Ils ont aussi laissé des documents et beaucoup de logistique, tels que du matériel de l'intendance. Et ils ont aussi laissé des vélos, n'est-ce pas, qui leur servaient de moyen de transport pour acheminer leurs produits. Voilà, c'est là où le bas blesse. Parce que nous ne pouvons pas prôner la paix. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, je ne suis pas dans leur tête pour savoir pourquoi ils veulent faire la guerre. Mais elle ne s'explique pas du tout, la guerre. Donc, s'ils le peuvent, s'ils le veulent, ils n'ont qu'à cesser les opérations parce que nous, depuis longtemps, nous sommes dans la dynamique de chercher la paix. Et vous voyez bien, aujourd'hui, nous rencontrons ici presque tous les groupes du MFDC qui sont disparates. Les uns à Bignona, à Oussouy et même à Kolda. Aujourd'hui, c'est la grande retrouvaille. Nous sommes en train de nous retrouver pour voir comment être ensemble. Pour les militaires, cette offensive est motivée par la reprise d'attaques violentes et sporadiques des maquisards contre les civils. En outre, elle se justifie par le besoin de restaurer l'autorité de l'État en permettant notamment le retour des déplacés dans leur village en toute sécurité. Les récentes offensives semblent s'inscrire dans une volonté de mettre définitivement sous cloche le conflit casamançais. Il y a dans la récupération d'anciennes bases stratégiques et la communication publique d'envergure qui l'accompagne, plus qu'une volonté d'affaiblir la rébellion, une décision de mettre fin au conflit. Si cela est avéré, ce serait un tournant majeur du conflit car l'action militaire dans la zone a toujours été caractérisée par sa discontinuité alternant entre accalmie et période offensive intensive. Au-delà de la communication officielle de l'armée et du gouvernement légitimant les sorties militaires actuelles, il ne faudrait pas perdre de vue les mutations géopolitiques dans la sous-région qui offrent un terrain plutôt favorable à l'éradication de la rébellion. Depuis le 29 novembre passé, vous avez remarqué, il y a une coopération opérationnelle militaire avec les FDS bissau-guinéennes, avec qui maintenant nous partageons pas mal d'informations. Et durant ces opérations également, ça a été bien précisé. Effectivement, il y a eu un grand concours qui a été joué par les forces de défense et de sécurité bissau-guinéennes. Donc, nous rétablissons sur la frontière en créant des postes militaires au niveau de la frontière pour effectivement contrôler tous les points de passage qui sont non officiels et par lesquels transitent tous les trafics illicites et par lesquels également transitent pas mal de marchandises frauduleuses. Le troisième et dernier objectif de cette opération, c'est effectivement pour venir également détruire tous les champs de culture de chanvre indien que vous allez découvrir tout à l'heure avec vos caméras. Mais c'est des exploitations industrielles de chanvre indien que vous allez découvrir aujourd'hui, mais qui nourrissaient l'économie criminelle des bandes armées qui étaient installées dans cette forêt. En effet, par leur forte résistance, les rebelles étaient parvenus à faire du conflit une guerre d'usure. Celle-ci se manifeste notamment par des attaques sporadiques violentes qui émeuvent l'opinion, mais plus généralement par une situation de ni paix ni guerre.
Cet équilibre précaire permettait même aux rebelles de se doter de frontières qu'ils invitent l'État à ne pas franchir sous peine de riposte dont on sait qu'elles viseraient des civils. D'ailleurs, pour les ONG qui s'engageaient dans le déminage des territoires du conflit, il arrivait que leurs effectifs sur le terrain soient victimes d'enlèvements. Ce régime de la terreur et les actes d'intimidation auxquels il donne lieu avaient fini de faire de la région une zone dangereuse, aussi bien pour les populations dont beaucoup sont aujourd'hui des déplacés que pour les touristes également. Nous avons embrassé ce métier au moment où c'était la braise en Casamance parce que le conflit était ouvert et même jusque dans la commune de Ziguinchor, chaque jour que Dieu fait, on essuyait des tirs, effectivement, que nous avons vécu, des blessés que nous avons vus, mais tout cela ne nous a pas empêché d'évoluer dans ce contexte-là. Évoluer dans ce contexte, ça veut dire quoi? Avoir en tête qu'on est journaliste, qu'il faut informer, juste c'est vrai, mais aussi ne pas oublier que nous sommes de la Casamance et que toute information que nous donnons nous placer entre deux feux. Donc ça pouvait être une information qui dérange l'armée du Sénégal, comme ça pouvait être une information qui dérange le mouvement des forces démocratiques de Casamance. En ce moment, notre sécurité était engagée. Mais à toutes fins utiles, c'est qu'il fallait travailler, sensibiliser effectivement les belligérants pour qu'ils comprennent que nous ne faisons que notre travail et éviter de verser dans ce qu'on appelle la propagande. Parce que quand tu fais une propagande, tu t'exposes effectivement à l'une ou l'autre partie prenante du conflit. Mais nous avions aussi des jeunes, on était des jeunes nous, mais on avait des anciens qui étaient là également, qu'on a côtoyés pour savoir comment eux, ils parvenaient effectivement à faire le travail. Et on essayait de s'inscrire en droite ligne avec ce qu'ils faisaient. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque tu viens sur un terrain, surtout un théâtre de conflit, il est important de s'informer, il est important de se munir d'informations, mais il est important également d'avoir des repères pour pouvoir faire correctement le travail. Et c'est dans ce sens-là qu'en 2002, nous nous sommes dit qu'il faut mettre en place une association dénommée APIC. Parce qu'on sentait la nécessité d'accompagner les jeunes journalistes dans le cadre de la formation sur le traitement, la gestion, le traitement et la collecte d'informations en zone de conflit. Beaucoup de modules ont été dispensés, nous avons bénéficié en tout cas de beaucoup de formations d'experts qui nous ont guidés un peu dans le cadre du travail. Et jusqu'ici, nous avons évolué dans ces dynamiques-là qui nous a amenés jusqu'ici après un post-conflit. Il faut dire que ce n'était pas chose aisée de vivre pour un homme Nabédia dans une zone de conflit et de pouvoir faire correctement son travail. Parce que tous les actes posés par le journaliste, tout son engagement sur le terrain sont scrutés au moindre détail par les parties ou les belligérants, les parties prenantes au conflit ou les différents belligérants. Selon qu'on soit dans un cas ou dans l'autre, l'acte posé par le journaliste fait l'objet d'interprétation. Beaucoup d'ailleurs de nos doyens ou de nos confrères ont fait les frais de leurs engagements pour avoir donné une information qui ne plaît pas soit à l'armée, soit au MFDC. Parce que le journaliste, dans une zone de conflit, est souvent écartelé entre son devoir d'informer et les enjeux sécuritaires. Ça a posé vraiment problème au niveau de la région de Ziguinchor. Parce que beaucoup se souviennent aussi de ce qui s'est passé en Rwanda avec la radio des 1000 collines. Pour une information, le pays s'est embrasé. C'est pour cela que les journalistes de la région de Ziguinchor ont pris conscience de cet état de fait pour pouvoir vraiment faire le travail. Mais malgré tout, ce n'était pas facile parce que souvent, ils font l'objet de critiques de la part de l'armée, souvent ils font l'objet de critiques de la part des MFDC pour des informations qu'ils donnent. Souvent aussi, l'autre problème est que souvent quand ils donnent une information, l'information n'est pas totalement vérifiée parce que nous nous fions souvent aux sources sur le terrain. Le journaliste n'avait pas souvent accès à l'information ou aux faits sur le terrain. Nous nous fions aux sources. Nous faisons souvent l'objet de manipulations de la part de ces sources. Même les communiqués des différentes parties prenantes, soit qu'on est du côté de l'armée ou du MFDC aussi, la guerre des communiqués, les journalistes en faisaient les frais. Parce qu'ils faisaient aussi l'objet de manipulations par rapport à ces communiqués. Donc pour dire, M. Diémé, que c'était difficile quand même, au plus fort de la crise, de pouvoir faire correctement son travail. D'ailleurs, ça a impacté même sur le genre journalistique prôné par les journaux de la région. Parce que les journalistes font peu de reportages. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas accès
aux zones de conflit. Nous nous cantonnions souvent à Ziguinchor et avoir des relais sur le terrain qui nous donnaient des enseignants parfois, et des jeunes dans les villages qui nous relaient les informations par rapport au braquage, par rapport aux exactions de l'armée, par rapport aux agissements des rebelles. Nous ne fions qu'à ça. Vrai ou faux, nous étions dans l'impossibilité de vérifier ces informations. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a l'accalmie qui est au niveau de la région et les journalistes parviennent vraiment à aller sur le terrain pour pouvoir mener à bien leur mission et faire le travail correctement. Nous, en tant que soldats de l'information, si je peux m'exprimer ainsi, nous rencontrons d'énormes difficultés sur le terrain. C'est très difficile de faire une remontée d'informations et d'avoir une source crédible et fiable pour donner la bonne information. C'est vrai que peut-être nos difficultés ne sont pas les mêmes par rapport aux anciens qui étaient là-bas. Nous sommes dans un monde interconnecté, dans un monde de fake news. Mais malheureusement, malgré ce monde interconnecté, nous n'arrivons pas à avoir la bonne source. Vous savez, d'une part, il y a l'armée qu'on appelle la grande muette, donc inutile de frapper à la porte, et des combattants qui sont en brousse et qui ne se dévoilent pas tout le temps. Donc, s'il y a une information, le journaliste est entre le marteau de la grande muette qu'est l'armée et l'enclume de ce silence qui marque un tout petit peu les combattants dans les bases. C'est ce qui était véritablement la difficulté ici à Ziguinchor pour les journalistes. C'est pourquoi certaines informations, il était difficile de vérifier. Sinon, on tombe dans le piège des fake news, de donner une mauvaise information qui coûterait cher à la raison. C'est pourquoi nous, par exemple, moi personnellement, en tant que reporter, en tant qu'agencier, représentant d'une agence de presse, c'était véritablement difficile d'avoir la bonne information. Il m'arrive d'avoir des informations, mais que j'ai des difficultés à vérifier, à faire la triangulation qu'il faut et véritablement à faire les recherches qu'il faut pour avoir la bonne source. Et je les garde pour moi. Tant que, par exemple, officiellement, l'armée ne s'est pas exprimée ou que les combattants ne fassent pas un communiqué et quel combattant, on ne sait pas qui est qui, on ne les voit jamais, on nous balance un communiqué pour nous dire que ce sont le communiqué de la base de Djakaï ou de telle autre base. C'est un peu difficile d'avoir la véracité d'une telle information en tant que journaliste dans la zone de conflit. Maintenant, ce qu'il fallait faire dans le cadre du processus, justement, en tant que journaliste, c'est de préserver la région. C'est très important. C'est une région extrêmement riche, une région pleine de potentialités. Quand je parle de région, je parle de la Casamance de façon générale, la Casamance naturelle. Aujourd'hui, ça ne coûte absolument rien qu'un journaliste puisse s'asseoir sur une information tout en préservant la région. C'est l'une des principales destinations touristiques du Sénégal. C'est une région agricole, une région qui produit absolument beaucoup et que des efforts sont en train d'être faits, quoi que l'on puisse dire, pour connecter la Casamance aux autres zones de consommation qu'est le reste du Sénégal. Et c'est très important. Par exemple, moi, je peux mal utiliser un mot qui va compromettre toute une opération militaire ou bien qui va compromettre beaucoup de financements qui auraient dû aller vers les pauvres paysans casamassais ou vers les femmes casamassaises. C'est un petit peu ça le problème. D'où la notion de la responsabilité justement du journaliste. C'est pourquoi on a préféré être très responsable que de se gargariser d'avoir un scoop ici en Casamance. C'est très difficile d'avoir un scoop. À chaque fois qu'il y a un petit scoop, attention, ça peut coûter cher à la région. En mémoire, j'ai cette tuerie qu'il y a eu à Niakhomp. Niakhomp, c'est sur la route nationale numéro 4, où il y avait 13 personnes qui ont été égorgées. On a eu beaucoup d'informations sur le triage qui a pu être fait. Mais en son temps, il fallait donner juste l'information. Le fait, c'est qu'il y a eu 13 morts, mais sans revenir en détail sur le modus operandi. Parce qu'en intervenant sur le modus operandi, on risquait de verser dans ce qu'on appelle la propagande et ça risquait d'envenimer la situation. C'est ça aussi le rôle, la responsabilité du journaliste par rapport à ce qu'on doit sortir comme information.
Donc que les gens sachent qu'il y a braquage sur la route, oui, c'est un fait, personne ne peut le nier. Que les gens sachent qu'il y a mort d'homme, oui, c'est un fait que personne ne peut nier, mais aller jusqu'au détail, ça pouvait exposer, effectivement, ça pouvait envenimer la situation de telle sorte que vraiment la situation devienne ingérable. Mais ça, sincèrement, c'est par professionnalisme que nous avons traité l'information, que nous avons communiqué sur cette affaire-là, mais sans aller au détail près de l'affaire, parce qu'il fallait également gérer une situation pour ne pas vraiment jeter de l'huile sur le feu. Ça, vous l'avez dit, et c'est vrai, la déontologie, la responsabilité même, cette morale professionnelle doit nous guider toujours dans le cadre de notre travail. L'information que je donne, quelle est sa valeur, qu'est-ce que ça peut apporter pour la société. Donc c'est important pour un journaliste d'analyser avant de diffuser une information. Tant que, par exemple, officiellement, l'armée ne s'est pas exprimée ou que les combattants ne fassent pas un communiqué et quel combattant, on ne sait pas qui est qui, on ne les voit jamais, on nous balance un communiqué pour nous dire que ce sont le communiqué de la base de Djakaï ou de telle autre base. C'est un peu difficile d'avoir la véracité d'une telle information en tant que journaliste dans la zone de conflit. Maintenant, ce qu'il fallait faire dans le cadre du processus, justement, en tant que journaliste, c'est de préserver la région. C'est très important. C'est une région extrêmement riche, une région pleine de potentialités. Quand je parle de région, je parle de la Casamance de façon générale, la Casamance naturelle. Aujourd'hui, ça ne coûte absolument rien qu'un journaliste puisse s'asseoir sur une information tout en préservant la région. C'est l'une des principales destinations touristiques du Sénégal. C'est une région agricole, une région qui produit absolument beaucoup. Et que des efforts sont en train d'être faits, quoi que l'on puisse dire, pour connecter la Casamance aux autres zones de consommation qu'est le reste du Sénégal. Et c'est très important. Par exemple, moi, je peux mal utiliser un mot qui va compromettre toute une opération militaire ou bien qui va compromettre beaucoup de financements qui auraient dû aller vers les pauvres paysans casamassés ou vers les femmes casamassaises. C'est un petit peu ça le problème. D'où la notion de la responsabilité justement du journaliste. C'est pourquoi on a préféré être très responsable que de se gargariser d'avoir un scoop ici en Casamance. C'est très difficile d'avoir un scoop. À chaque fois qu'il y a un petit scoop, attention, ça peut coûter cher à la région. Aujourd'hui donc, les frontières du conflit semblent offrir une certaine garantie pour contenir la rébellion, ce qui sans doute explique plus ou moins l'affaiblissement de cette dernière. D'ailleurs, d'anciens combattants du maquis semblent s'être orientés dans une nouvelle dynamique pour poursuivre le combat par des moyens politiques. Il y a aujourd'hui de plus en plus une démobilisation notée chez les sécessionnistes pour diverses raisons. Une frange du MFDC, notamment le Front Nord, a confié d'ailleurs son sort aux organisations de la société civile locale et internationale qui mènent le plaidoyer pour des négociations entre l'État et le MFDC. Une démarche qui pour l'heure a peu d'effet sur le processus de paix car ne se limitant qu'aux 4 murs de certains hôtels de la région avec des acteurs souvent tirés au volet et qui ont peu d'emprise sur les parties prenantes au conflit. Assaninga, Okana Tanor, Bignona, le groupe de feu Ousmane Niantan, le groupe de contact, le groupe du général César Atoute Badiak, sous l'appui de la COSPAC, de la Fondation Frédéric Ebert et de AJWS, ont élaboré ce plan d'action harmonisé qui fait l'objet de validation pendant ces 2 jours pour préparer les négociations en vue dont l'objectif est de fédérer toutes les forces pour préparer les négociations en vue de la signature des accords entre le MFDC et l'État du Sénégal. Cela se traduit, par un plan d'action élaboré, partagé et validé par l'ensemble des élus politiques présentes à l'atelier. 2. L'engagement sans réserve de faire taire les armes au profit du dialogue. 3. La volonté de poursuivre le dialogue avec nos frères et tout autre acteur épris de paix. 4.
notre disponibilité et l'ouverture à entamer des négociations avec l'État du Sénégal à travers le comité ad hoc. Aujourd'hui, notre slogan est « Travailler ensemble » pour préparer les négociations sur le gaz d'une paix durable en Casamance. Le cadre se réjouit de la présence des partenaires comme le Conga, comme les RPC, comme les sociocultures, Kabonketor, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, et toute autre structure comme les femmes du bois sacré, dont le seul but est de sauver une Casamance, tant meurtrie, alors que jadis luxuriante et accueillante. Ce processus de paix, dont la cadence est plus imprimée par le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, dirigé par le ministre d'État Robert Sagnan, une structure qui prône la facilitation entre l'État et le MFDC et qui, ces dernières années, a multiplié les initiatives de paix au sein des communautés à la base à travers des forats, des activités culturelles, entre autres, un peu partout à travers la Casamance naturelle. Ce que vous aurez noté également, c'est l'impact des engagements de la population dans ce processus de paix. Et comme vous nous avez souvent accompagnés, vous avez souvent noté également que l'engagement des populations met l'accent sur le développement. Presque partout, c'est des doléances qui touchent des problèmes d'infrastructure, les revendications sociales pour des femmes, santé, éducation, et notamment plus de production, hydraulique, notamment adduction d'eau, forage, etc. C'est donc dire que cet engagement pour le développement montre que ces populations ont pris conscience d'un retard que la Casamance a accusé depuis 37 ans. Tout à l'heure, vous avez écouté également ici, maintenant que nous démarrons au sud, c'est pareil. Une des revendications fondamentales, c'est cette route qui va au Kout et qui vient par Emaï, qui continue jusqu'à Youtou, jusqu'à Efok et vient jusqu'à Youtou. C'est une revendication très forte. Et cela prouve que les préoccupations de développement, y compris l'adduction d'eau, sont quand même, au-delà de la recherche de la paix, importantes. Et ça, c'est important. Mais nous, ce que nous avons constaté, c'est que l'impact de notre démarche est renforcé par la décision que les populations ont aujourd'hui prise pour aller à la paix. On a constaté que c'est cela qui a renforcé, je crois, la conviction qu'il est temps que nous allions vers la paix. Nous organisons un forum de cette envergure qui a réuni les populations de Youtou, Efok, Aramé, Susana, Guinée-Bissau. Ce grand forum qui a réuni toutes ces populations aujourd'hui n'était pas du tout évident. Ça signifie que nous sommes sur la bonne voie, la voie de la paix. Il reste maintenant à consolider tous les efforts qui ont été faits. Et pour consolider cet effort-là, nous avons besoin de l'appui de tout un chacun. Les chefs coutumiers, les prêtresses, les populations, les jeunes, les adultes, et aujourd'hui on a senti leur engagement. C'est dans cette même dynamique que s'est inscrite l'action du consortium CRS, plateforme des femmes pour la paix en Casamance, et la Caritas à travers le projet Scope Aluili 1 et Aluili 2 dans des initiatives qui promeuvent le renforcement de la cohésion sociale et une meilleure gestion des ressources naturelles dans la partie méridionale du pays. Aujourd'hui, si vous voyez très bien le thème qui a été développé, c'est paix et développement. Donc on ne peut pas parler de développement sans la paix. Et nous œuvrons depuis 2013 dans ces localités-là pour le renforcement de la cohésion sociale dans les familles, le renforcement de la cohésion sociale au sein même des villages et le renforcement de la cohésion sociale entre les villages. Je peux dire que le projet Aluili qui est dans cette zone-là est là pour accompagner les populations dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale, donner aussi ces populations de se retrouver à travers des projets connecteurs. Il y a le SILC, c'est-à-dire, comme on le dit, c'est au niveau des villages, on organise des groupes à pouvoir créer une banque locale. Une banque locale où les femmes ou les hommes, c'est tout le monde, peuvent épargner,
faire des emprunts pour aller faire des activités génératrices de revenus, venir rembourser et épargner. Et donc c'est aussi des caisses de solidarité qui permettent à les membres du groupe de pouvoir subvenir à leurs besoins à tout moment et de pouvoir après travailler à rembourser le montant qui a été pris. Ainsi donc, ces mutations importantes transforment la nature du conflit et offrent une fenêtre d'opportunité pour l'armée sénégalaise qui multiplie depuis quelques mois maintenant les offensives se matérialisant par la récupération de bases rebelles extrêmement stratégiques. L'attendant. Casa di Mansa, 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 Ninya, Casa di Mansa, Casa di Mansa, Gilobon. Stratégique. La tendance est aujourd'hui beaucoup plus favorable à la paix définitive qu'à la reprise des hostilités. Signe des temps, dans plusieurs contrées zadis réputées zones de non-droit, combattants et populations aspirent plus à l'accès aux politiques publiques et autres projets et programmes mis en branle par l'État et par les organisations de la société civile. Une tendance validée par bon nombre d'acteurs qui s'activent pour la consolidation. Actuellement, nous constatons que la paix est là, qu'il y a une forte accalmie sur le terrain. Mais comme on le dit souvent, comme le disait l'autre, le silence des armes, c'est pas la paix. Et je partage cet avis-là. Parce qu'aussi, aujourd'hui, il y a une floraison d'acteurs sur le terrain. Chacun fait son travail comme bon lui semble. Chacun a son agenda qu'il mène sur le terrain. Mais aussi, il faut reconnaître que l'armée aussi a, autre part, son agenda qu'il mène sur le terrain. Donc, entre le processus de paix mené par les acteurs civils, l'armée aussi est en train aussi de mener à sa manière, de se mouvoir dans ce processus de paix à sa manière en pacifiant les zones jadis réputées rebelles ou jadis réputées zones rouges. Ce qu'il faut dire maintenant, c'est qu'il faut quand même que les parties prenantes au conflit, que ce soit l'État ou le MFDC, aillent véritablement au niveau de la table des négociations. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas l'unité du FFCC qui doit quand même être l'élément essentiel pour y arriver. Je crois que le MFDC, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le MFDC est un mouvement très très divisé. Il y a une floraison de groupes, voilà, de sensibilité. Donc l'État ne peut pas se fier ou attendre que le MFDC soit quand même soit unifié pour mener à l'évaluation. L'État doit pouvoir mener avec chaque parti ou chaque sensibilité des pourparlers pour quand même convaincre les autres, petit à petit, convaincre les différents groupes, les différentes sensibilités à aller à la table des négociations. D'accord, aujourd'hui, il y a le GRPC qui mène la cadence en tant que groupe de référence pour la paix en Casamance et qui semble détenir le monopole, ici au niveau terrain, le monopole des négociations ou le monopole de la facilitation à l'État et les MFDC. Mais il y a d'autres acteurs aussi qui sont là, qui mènent des activités, qui mènent des rencontres au niveau des hôtels, au niveau de certains cadres formels ou non formels pour parvenir à cette paix. Je crois que tous ces acteurs-là aussi doivent se réunir autour d'une table pour parler d'une seule voix. Parce que chacun aussi mène des pourparlers unilatéralement, ce n'est pas bon pour le processus de paix. Je crois que les populations attendues aujourd'hui, elles sont lasses vraiment d'avoir vécu trop d'années dans ce conflit-là. Je crois que l'heure est venue pour que tout le monde se mette autour d'une table et que la Casamance puisse enclencher le processus de développement. Il y a des pas de géants qui ont été franchis. Des pas de géants qui ont été franchis parce que dans un premier temps, personne n'osait parler du MFDC parce que les gens avaient peur de représailles. Aujourd'hui, partout sur la Casamance, tu peux discuter de la question des MFDC. On salue vraiment l'esprit de dépassement également de ce mouvement irrédentiste qui a compris que c'est dans le dialogue, dans la communication qu'on peut construire une nation en paix. Mais également, les choses ont évolué du côté de l'armée nationale qui accepte aujourd'hui de se prononcer sur la situation parce que c'était la grande muette. Personne n'osait les approcher pour savoir les terres d'opération. Vous avez vu tout dernièrement que l'armée vous amène un peu partout pour voir le travail qu'ils ont été fait pour la sécurisation. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Il y a un pas de géant qui a été fait, même si on dit encore une fois que nous vivons une paix armée. Une paix armée dans la mesure où tout conflit armé se termine par ce qu'on appelle un dépôt des armes, par ce qu'on appelle un désarmement, démobilisation et réinsertion. Mais le cas du conflit en Casamance, encore une fois,
voici une situation qui nous fait comprendre que le conflit en Casamance est un conflit atypique. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas de négociation de paix. Jusqu'ici, il n'y a pas de dépôt d'armes. Mais jusqu'ici, les populations sont en train de vivre dans un environnement de ni paix ni guerre, mais qui renforce un peu la conscience des populations qui sont dans une paix définitive, au point que certaines populations acceptent de revenir. Nous avons vu dans notre environnement les mines antipersonnelles qui existent. Or, la mine peut rester pendant 50 ans. Tant que tu ne la touches pas, elle est toujours opérationnelle. Mais tout ça, je dis, ça pouvait peser sur les populations. Mais aujourd'hui, Dieu merci, la Casamance est en train de se retrouver. La Casamance est en train de faire des débats d'idées. La Casamance est en train d'avancer à un pas extraordinaire pour la consolidation de cette paix. Une paix armée, certes, mais ça peut aussi découler de cet effritement du mouvement des forces démocratiques de Casamance en réalité. Parce que toutes les têtes pensantes du MFDC, les grands responsables du MFDC, ils ont tous tiré leur révérence. Aujourd'hui, ça peut aussi découler de ça, mais je dis qu'il y a l'effort des deux partis, que ce soit le gouvernement du Sénégal, que ce soit le MFDC, mais également les populations de la Casamance, ont cru en ça, ont travaillé pour que la sérénité revienne entre les deux parties. C'est très difficile comme ça de décréter une accalmie totale ou de dire que voilà, le processus de paix est acquis. C'est très difficile, ça ne se décrète pas. C'est un travail, d'où le nom justement processus. Donc c'est tout un processus qui est là. Maintenant, c'est favorable, tu as utilisé le mot en ce moment, c'est très favorable. Aujourd'hui, le rapport de force a véritablement changé de camp. Ça, il faut le dire, il faut le noter parce qu'on a été journaliste sur le terrain, on a constaté. Par exemple, quand on est reporter depuis plusieurs années dans une Casamance, quand on entend les bases de Bissine, les bases de Sikoum, les bases de Badion et tant d'autres bases, on n'a jamais eu réellement une idée de ce que c'est que ces bases-là. Et un beau jour, on nous a embarqués, on a été embarqués par l'armée, je mets les crochets quand même, entre guillemets, voilà, pour constater véritablement que ces bases ont été toutes neutralisées. Moi, je pense que aujourd'hui, l'armée a véritablement pris le dessus sur les combattants. Maintenant, cela ne veut pas dire que la paix est toujours là. On ne sait jamais. Ensuite, la géopolitique est favorable au Sénégal. Aujourd'hui, par exemple, que ce soit la Gambie avec Adama Barrow, que ce soit Omar Sissoko Embalo en Guinée-Bissau, il y a eu même une réactualisation des accords militaires entre ces trois pays-là. Pour vous dire comment, à combien ça tient à l'État sénégalais aujourd'hui de véritablement aboutir à une paix durable. Il y a des enjeux également économiques. Parce que quand l'État du Sénégal lance ce qu'il a appelé l'agropole sud, et pour faire de l'agropole sud un test pour les autres agropoles qui devront venir dans les autres zones agroécologiques du Sénégal, il y a un enjeu derrière, on parle plusieurs milliards. Et puis la zone de Bissine vers Adéane, c'est l'une des zones les plus riches en Casamance. L'État du Sénégal veut avoir le faveur sécuritaire avant de se lancer dans des projets d'envergure qui coûtent beaucoup de milliards de francs CFA. Moi, je pense que c'est cette carte économique, justement, l'État du Sénégal a joué beaucoup sur la carte économique avec tellement d'infrastructures en Casamance, tellement de routes en Casamance, au point que les combattants, entre guillemets, du MFDC ont perdu la base affective des populations. Parce que les populations qui étaient très frustrées, justement, parce que la Casamance a été laissée en rade dans les politiques publiques, ainsi de suite, et certaines populations avaient rallié au combat et au principe de ces combattants du MFDC. Mais quand elles ont vu ces populations-là, justement, que véritablement, ils ont maintenant des routes bien goudronnées, ils ont des écoles, ils ont d'autres mécanismes de développement, ils ont un tout petit peu dit, il faut qu'on s'arrête et aller vers le développement. L'État a joué sur cette carte économique et ça a beaucoup marché en connectant la Casamance par la voie fluviale, par la voie aérienne et par la voie routière, en construisant des ponts, ainsi de suite, en balisant le fleuve Casamance, en augmentant la capacité d'accueil des infrastructures aéroportières, que ce soit au Cap Skirring ou à Ziguinchor, ainsi de suite. Tout ça a joué, si je peux me dire ainsi. Ensuite, l'État a joué sur la carte du silence, la carte du pourrissement, c'est-à-dire le processus, le dialogue, les négociations. L'État n'en a jamais parlé presque officiellement.
Il joue sur la carte économique tout en maintenant le silence en ce qui concerne le dialogue, ainsi de suite. Donc, quand je vois les hommes de Kandé, quand ils passent dans des localités et on les applaudit, c'est une image extrêmement forte pour qui connaît la Casamance. On les applaudit. Ce sont les villageois qui accueillent les militaires en bravo. Allez au Congo, allez dans les autres pays. Là-bas, on insulte les militaires, on les jette des coups de prière, ainsi de suite. Mais ici, on les applaudit. Donc, ce mythe, cette base affective s'est effondrée d'abord. Il y a aussi ce qu'on appelle tout ce mythe qui entourait la rébellion, ces trucs de mystique. Tout a été effondré d'un seul coup. Moi, je pense que c'est ce qui fait que les choses sont véritablement favorables à la force militaire aujourd'hui qui tient le bon bout, qui véritablement, après avoir neutralisé les bases rebelles, a installé des postes avancés un tout petit peu pour aider et encadrer, sécuriser ce mouvement de retour des populations pour véritablement que la Casamance se réconcilie à elle-même. Le président Macky Sall m'a dit, écoutez, ceux qui sont décidés à rentrer chez eux et pour lesquels le processus d'insertion et de réinsertion est engagé, le gouvernement est prêt à aider ceux-là qui acceptent de rentrer dans le village à s'insérer. Par exemple, ceux qui veulent reconstruire leur maison, Macky Sall m'a dit, le président, que le gouvernement est prêt à prendre les dispositions qu'il faut pour les aider justement à reconstruire leur maison et à s'insérer dans leur village. C'est dire que le gouvernement est tout à fait ouvert. Après 30 ans d'errance de ces populations, Bissine et plusieurs autres localités situées sur la bande frontalière avec la Guinée-Bissau, qui ont payé au prix fort la crise casamançaise, revivent. Cette renaissance, symbolisée par le retour au bercail d'une bonne frange de la population, a été rendue possible grâce à la vaste opération de sécurisation menée de bout en bout par l'armée sénégalaise au niveau de cette contrée qui jouxte la frontière avec la Guinée-Bissau. Vraiment, aujourd'hui, jour de Tabaski 2020, nous voici à Bissine pour célébrer quand même la première Tabaski après 28 ans d'exil. C'est une grande fierté pour moi, c'est une grande fierté pour toutes les populations de Bissine. Vous voyez déjà comme les gens sont nombreux. Ils sont venus de Diagnon, ils sont venus de Kaour, de Goudamp, ils sont venus de Ziguinchor, Bignona. Alors donc, ceux qui ont pu venir sont là aujourd'hui pour quand même se réjouir de ce retour au village de Bissine, leur terre natale. Aujourd'hui que nous sommes là, nous rendons grâce à Dieu. Ils sont multiples, parce que si vous parlez de difficultés liées au déplacement, pour cette crise de Casamance qui a duré aujourd'hui pour ces villages déplacés 28 ans, c'est difficile. Parce que ailleurs, si je prends l'exemple des populations réfugiées, ils sont obligés aujourd'hui de revenir parce qu'ils n'ont plus rien à prouver ailleurs, sinon être considérés comme des esclaves. Parce que c'est des paysans, on leur donne des champs à défricher. Une fois le champ défriché, les propriétaires de terrain viennent semer leurs arbres, de sorte que la saison suivante, ils sont obligés d'aller défricher. C'est ainsi qu'ils ont défriché pendant des années, jusqu'au moment où il n'y a plus de friche. Bon, concernant ceux qui sont dans les villes, avec la promiscuité, avec le loyer qui est difficile, vraiment, je ne peux pas tout citer. 28 ans de galère. 28 ans de galère. Le soulagement se mesure à la joie sur place dans ces localités. Plusieurs fois différé pour cause d'insécurité et d'affrontements armés dans la zone, le retour au bercail ou des populations est finalement devenu une réalité. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de villages qui ont décidé de repartir dans les communes de Adéane, Boutoupa Kamarakunda, Niagis, Niassia. Donc ça, c'est pour le département de Ziguinchor, tout simplement parce que c'est dans ces communes-là où nous constatons depuis l'année passée une vraie situation de paix qui, en tout cas, nous rassure en tant que responsables politiques
mais aussi sous le contrôle de l'État du Sénégal, surtout de l'administration territoriale, parce qu'il faut beaucoup de conditions, surtout liées à la paix et à la sécurité pour encourager les populations au retour, parce que vous comprendrez que par le passé, il y a eu pas mal d'attaques, d'agressions, de braquages, mais aussi beaucoup de victimes de mines. Donc on ne veut pas allonger la liste, en tout cas, des victimes de mines. Donc là où les autorités administratives, aussi avec l'appui des forces de sécurité et de défense, si on nous dit que telle localité est bien nettoyée, ben, notre rôle, c'est d'accompagner, d'encadrer. Mais il faut dire qu'à l'époque, quand je faisais l'étude pour comprendre le nombre de personnes déplacées, on était à 65 000 en 1998. Et depuis lors, il y a eu beaucoup de retournées. Et il y a un an, ils étaient en tout cas à 11 000 réfugiés en Gambie et en Guinée-Bissau. Et maintenant, les déplacés internes, aujourd'hui, peut-être il faut évaluer à 100 000. Il faut éviter que les populations devancent l'État du Sénégal, parce qu'elles ont tellement souffert hors de leur milieu habituel que si l'État ne prend pas ses responsabilités dès maintenant, ben, c'est le pire qui va se produire, parce qu'elles vont, de leur propre gré, repartir dans leur village, et le déminage n'a pas été effectif dans toutes les localités, et nous craignons que la liste des victimes de mines ne s'allonge. Donc aujourd'hui, nous interpellons, nous demandons encore au président de la République et vraiment de poursuivre un peu ces missions, en tout cas de sécurisation, en tout cas de la Casamance naturelle, pour que toutes les localités qui ont été détruites, qu'on permette à ces populations de repartir en toute sécurité et de vivre en toute dignité. La Casamance, meurtrie par des années de conflits, ne peut retrouver le fil de son existence normale sans la résolution complète de la lancinante question des déplacés. Ce retour programmé au bercail des populations qui avaient fui leur village depuis dans un climat de terreur est un pas de géant vers la paix dans la partie sud du Sénégal. En réalité, il est souvent tributaire des enjeux socio-économiques et des intérêts divergents des parties prenantes à ce conflit qui n'a que trop duré.